Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Armelle. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. J'étais un petit peu obligée. Non, je rigole. Je remercie. C'est Massamba. Alors, j'avais suivi un peu ton parcours et c'est en discutant avec Massamba qui m'a reparlé de toi, tout ça. Et du coup, grâce à lui que j'ai pu te contacter, donc je le remercie. Oui, super. J'adore Massamba, c'est un ami et puis un top kiné. Et du coup, je suis très honorée que tu fasses appel à moi pour discuter un petit peu. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Massamba, c'est l'épisode 34. Donc voilà, foncez l'écouter, c'est un épisode qui plaît beaucoup. Armelle, est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance, s'il te plaît? Alors, pour moi, la performance, c'est un moment, c'est un état de grâce qui est acquis par le travail, la force de caractère et le résultat, c'est la victoire. Pour moi, la performance, c'est la victoire. Ok, ça joue. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, où tu as fait tes études, etc.? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis originaire du nord de la France. Je suis née à Lille. Okay. J'ai passé, ça va faire bizarre de dire ça pour les jeunes qui nous écoutent, un bac ES. Ouais. Et parallèlement à la même année où j'ai mon bac, je suis championne de France junior de judo et j'intègre l'INSEP en tant qu'athlète. Et arrivé à l'INSEP, on m'a demandé, Armelle, qu'est-ce que tu veux faire comme étude? Il y avait peu de choix. En fait, moi, je voulais être commissaire de police à la base, avant de faire du haut niveau en judo. Et en fait, ça s'adaptait pas avec les entraînements bi-quotidiens de l'INSEP, de faire du droit. Du coup, j'ai décidé de faire kiné. Et voilà, j'ai intégré l'école de kiné de Saint-Maurice, où j'ai pu faire un cursus avec un double projet, donc le sport de haut niveau et puis le diplôme de kiné. Et j'ai arrêté ma carrière de judo, j'avais 24 ans, un truc comme ça, là quasiment la même année où j'ai été diplômée. Et on m'a rapidement proposé d'intégrer l'équipe de France junior pour m'occuper d'eux. J'ai fait 2 ans d'équipe de France junior. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe de France senior masculine, où j'ai commencé à faire mes armes et avec lesquelles je suis restée pendant 8 ans. Donc toute l'Olympiade vers Londres et toute l'Olympiade vers Rio. Et parallèlement à ça, j'ai entrepris mon diplôme d'ostéopathie. Et après Rio, j'ai arrêté avec l'équipe de France de judo masculine parce que c'était beaucoup de temps sur ma vie personnelle. Et avec beaucoup de déplacements, de ce fait, j'ai décidé d'arrêter cette aventure. Et 1 mois après les Jeux Olympiques de Rio, on m'a proposé d'intégrer le staff de l'équipe de France féminine de football. Et j'ai accepté parce qu'il y avait beaucoup moins de déplacements qu'avec le judo. Avec le judo, à titre informatif, je partais quasiment 4 à 5 mois par an, cumulés. Enfin. Et avec le foot, c'était quasiment 2 fois moins. Donc, j'ai accepté cette aventure. C'était génial, d'ailleurs. J'en garde un super souvenir. J'ai fait 2 ans avec l'équipe de France de foot. Et j'ai arrêté parce que je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et de ce fait, j'ai arrêté avec l'équipe de France de foot. Et parallèlement, suite à ça, j'ai fait 2 ans chez Moratoglou, à Biot.
avec les académiciens de l'académie et les pros. C'était génial aussi. Et j'ai arrêté cette aventure avec le Covid. Et maintenant, D'accord. depuis donc post-Tokyo 2023, Teddy m'a proposé de le suivre sur un nouveau défi qui est Paris 2024 pour lui. Ouais. Ce sera il tirera sa révérence après, il me semble. Ok. Rien de sûr, mais il y a de grandes chances. Donc, j'ai déjà accepté de l'accompagner vers ce challenge-là. Ah, c'est énorme. Et alors, si je reviens un peu sur ton parcours, comment tu gères, tu vois, donc à 24 ans, tu as dit en même temps que ton diplôme, t'arrêtes toi ta carrière. Et comment tu gères de rapidement basculer, Oui. tu vois, peut-être avec des gens avec qui tu t'entraînais ou avec qui tu combattais, et comment d'un coup tu endosses le rôle de Tout à kiné fait. alors que quelques mois avant tu t'entraînais avec eux? Alors, à ça, je réponds que je l'ai vite endossé. Pourquoi? Parce que déjà, je m'occupais de juniors. Du coup, c'est des gens plus jeunes que moi. Mmh. Et de ce fait, je les connaissais absolument pas parce que c'était une équipe jeune. Et j'ai fait 2 ans avec eux. Et ensuite, quand on m'a proposé de monter sur les seniors, Ouais. c'était une équipe garçons avec lesquels, c'est vrai, je m'étais entraînée pour quelques-uns avec eux. Mmh. Mais ça s'est fait assez facilement. Pourquoi? Parce que finalement, quand tu te plonges dans le travail et que tu es sérieuse, Mmh. dans ce que tu fais, on oublie vite la casquette de judokate et Mmh. celle de thérapeute arrive vraiment naturellement. Donc ça n'a pas été, franchement, j'ai pas été embêtée par cette transition-là en tout cas. Mmh. Mmh. Et du coup, même question sur, tu vois, tu as fait des équipes masculines dans le judo, et pareil, comment tu t'intègres en Oui, tant que femme sur un pool de, voilà, ouais, c'est le judo, c'est un euh, sport de combat, comment tu de gères? garçon, ouais. Alors, le fait que je sois une femme, ça n'a jamais été réellement un souci, même si j'ai été précurseur, parce que ça ne s'était jamais fait une femme dans Mmh. une équipe de garçons, et Ok. ça m'a pas trop posé problème, justement parce qu'ils me connaissaient avant Ok. en tant qu'athlète, et j'ai pas eu à devoir gérer cette notion. Clairement, on parle de séduction Mmh. Mmh. euh, qui peut qui peut qui peut polluer les rapports Mmh. de Mmh. thérapeute quand t'es avec une équipe de Carrément. garçons, hein, on parle clairement de ça. Donc moi, j'ai pas Mmh. eu à Mmh. gérer ça. Et encore une fois, quand tu travailles et quand tu as un positionnement, et finalement, ils oublient vite que tu es une femme et ils te considèrent en fait un peu comme quelqu'un d'asexué et tu deviens Mmh. juste le kiné, tout simplement. Mmh. Donc, Mmh. pour moi, je dis souvent que ça a été souvent un avantage d'être une femme parce que dans une équipe masculine, t'amènes quand même un peu de douceur, parce que c'est vrai Mmh. c'est pas du tout la même ambiance que dans une équipe féminine, et t'amènes de la douceur, un peu, de la bienveillance aussi, je pense. Mmh. Et ça a toujours été un atout pour moi. Ça n'a jamais été vraiment une contrainte. Non, les garçons me respectaient et ça s'est très bien passé. Mmh. Et t'as jamais hésité justement à travailler aussi chez les filles? Alors, ça s'est pas présenté en fait. J'ai Mmh. travaillé un peu avec les féminines de judo pour donner un coup de main à mes collègues quand Mmh. ils avaient besoin. Mais c'est vrai que dans la majorité du temps, j'étais toujours avec les garçons puisque j'étais attitrée à l'équipe masculine. Mmh. Donc, quand tu t'occupes du judo d'une équipe, tu as entre 10 et 15 garçons à gérer. Voilà, de catégories différentes qui va de moins de 60 kilos à plus de 100 kilos. Mmh. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Et après, tu vois, donc t'es sur un sport individuel de combat, et d'un coup tu passes sur un sport collectif, donc sport individuel de combat et Féminin. masculin, et d'un coup un sport collectif et féminin. Pareil, comment tu t'adaptes là-dedans? Eh ben, écoute, franchement, ça a été facile et difficile. Difficile parce que je suis sortie de ma zone de confort. J'arrive dans un sport où je connais très peu de choses, où je connais Ok. personne, alors que je sors d'un Mmh. sport qui était quasiment ma famille.
où je connaissais tout le monde, j'étais appréciée partout. Et du coup, je te cache pas que la veille de rencontrer les filles à Clairefontaine, je pleurais dans ma chambre. Oh, putain. J'avais peur. Ça paraît dingue parce que j'avais quand même de la bouteille et puis je doutais quoi, j'avais peur et je me suis dit, ah mince, comment ça va être accueilli? C'est des femmes, j'ai pas l'habitude. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'elles vont m'apprécier? Donc du coup, pour résoudre tout ça, je me suis dit, Armelle, tu vas faire quelque chose que tu sais faire, de travailler. Et du coup, je me suis rassurée dans le travail. Et c'est vrai que l'ambiance avec les filles, c'était complètement différent. C'est sur des filles, un sport co, les pathologies complètement différentes. Je te cache pas que je me suis aussi beaucoup reposée et inspirée de mes collègues, mes collègues kinés, puisque au foot, une équipe de 22 filles et 3 kinés. Donc mes collègues m'ont beaucoup aidée parce qu'ils venaient tous les deux du foot. Et je les en remercie parce que j'ai appris énormément à leur côté. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire, ces 2 ans avec l'équipe de France féminine de foot. Et après le tennis, comment ça arrive? Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors le tennis, ce qui s'est passé... j'ai quitté Paris après les Jeux Olympiques de Rio par amour, parce que j'ai rencontré mon mari, qui était de Saint-Raphaël. Et arrivé à Saint-Raphaël, j'ai dit, je vais faire un break et je vais me la couler douce, je vais plus bosser. J'allais que au foot, en fait. J'allais que avec les équipes de France de foot. Et du coup, j'allais au cinéma à 14h30. Des choses, quand je bossais comme une dingue à Paris, je me disais, quand je bosserai moins, j'irai au cinéma à 14h30, parce que qui va au cinéma à 14h30? Donc, je me la coulais douce. Et à un moment donné, Kélil, mon conjoint, qui est également kiné d'ailleurs, et il m'a dit, Armelle, il faudrait que tu commences à rebosser plus sérieusement parce que tu deviens chiante. Et donc j'ai passé, ça m'a fait rire. Et je suis arrivée en juillet sur Saint-Raph et en décembre je commençais à m'agiter un peu et je dis mince, qu'est-ce que je vais faire ici? Et en fait j'ai vu passer une annonce comme quoi il cherchait un kiné chez Moratoglou. Et j'ai passé un coup de fil à Florent Palagoiti, qui s'occupait de Serena Williams à l'époque, et je lui dis écoutez, je suis dispo, j'ai envie de bosser chez vous, est-ce que vous voulez bien de moi? Et ils m'ont reçu et il y avait d'autres gens qui étaient sur le poste et voilà, et puis j'ai été prise comme ça. Ok, super. Armelle, du coup, dans le judo, qu'est-ce qu'on retrouve comme pathologie? Qu'est-ce que tu soignes habituellement? Ouais, alors dans le judo, ce qu'on soigne beaucoup, contrairement au foot, il y a un truc qu'on retrouve pas trop chez les judokas, c'est la lésion musculaire. Au foot, il y en a énormément. Au judo, c'est plus des traumas directs, genre des entorses, beaucoup d'entorses acromioclaviculaires avec les chutes, les cervicales. Encore une fois, la notion de chute, elle implique beaucoup de traumas derrière. Les cervicales, les épaules. C'est un sport aussi où tu es facilement en appui sur un pied pour projeter. Et de ce fait, ça amène aussi pas mal d'entorses. Le fait du grip, on appelle ça le travail de kumikata, le travail le fait de poser ses mains sur un kimono avant de projeter, ça s'appelle le kumikata. Et ça implique aussi des traumas, c'est-à-dire tout ce qui est entorse des doigts. Tu vois beaucoup de judokas avec les doigts strappés. Parce que le judo, c'est avant tout un sport de grip. Et comment tu le rééduques? Ça, c'est la rééducation classique, c'est au cas par cas. En fait, ce qui se passe au judo quand tu es kiné d'une équipe, tu dois faire des présences à l'INSEP et tu as des matinées où tu arrives le matin et tu prends en charge tous les blessés, tu te les répartis et tu les rééduques au cas par cas sur 3 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Après, c'est de la rééducation. Je vais pas vous faire un cours de kiné, mais il y a rien j'allais dire, il y a rien d'exceptionnel. Non, il y a rien d'exceptionnel. C'est juste qu'il y a un travail de spécificité quand même. Dès que tu retournes sur du fonctionnel, il faut être fonctionnel judo.
au maximum sur la dernière phase de rééducation. Du coup, c'est sûr que le fait d'avoir été judokate, ça m'a donné quand même des petits coups de pouce parce que tu connais la discipline et de ce fait, tu peux être plus spécifique sur tes rééducations. Super. Et par exemple, au niveau des JO ou d'un tournoi, comment tu gères les blessés? Qu'est-ce que tu en fais? Alors sur les JO, il n'y a pas de blessés puisque c'est les Jeux Olympiques et que les athlètes sont opérationnels à 100%. Sinon, on les emmène pas. Et sur des compétitions, normalement, c'est pareil, on n'emmène pas de blessés non plus. S'il se trouve que malheureusement, avant une compète, il y a un blessé, il y a un remplaçant et le blessé rentre à la maison. Donc c'est soit il y a un blessé, il est sélectionné, mais il va être rééduqué, mais sinon c'est le remplaçant qui prend sa place. Ok, ça veut dire que pendant les compétitions, tu fais pas de rééducation. C'est juste combat, récup, etc. Pendant les compétitions, ah ouais, exactement, ouais. Pendant les compétitions, alors grosso modo, encore une fois, ça, au foot, c'est pas pareil qu'au judo. Pour mon expérience au judo, en tout cas, grosso modo, la trame classique, c'est le soir, tu as des massages de confort, voilà, pour avoir là une baisse au niveau, une espèce de un effet relaxant au niveau cognitif, etc. Et c'est plutôt du confort, donc un massage. Dos, jambes, ce qu'ils veulent. Les gens qui perdent du poids, ils aiment bien drainer leurs jambes beaucoup parce qu'ils ont les jambes lourdes, parce qu'ils ont couru pour perdre leur poids souvent. Les gens qui n'ont pas de problème de poids, par exemple, plutôt Teddy, qui perdait quand même un petit peu de poids pour être plus dynamique sur ses appuis, c'était plutôt du massage de dos où on écoutait de la musique, il se taisait, c'était plutôt du silence. C'était déjà un moment où il rentrait dans sa compétition. Le lendemain matin, c'est la compète. Et là, c'est vraiment, on fait de l'accompagnement. Donc, s'il y a des straps, on fait les straps. Si l'athlète demande un petit peu d'étirement ou de mobilité, de travail de mobilité avant de rentrer dans sa compétition, on est à sa disposition. Et ça, c'est plutôt des routines que chaque athlète a. Donc là, on fait le nécessaire. Et pendant la compétition, quand la compétition démarre, on va entre les matchs, parce que comme encore une fois, je reviens aux spécificités du judo, c'est un sport où le grip et de ce fait coup d'engorgement au niveau des avant-bras. Et du coup, alors pour les combattants qui sont engorgés au niveau des avant-bras après les combats, qu'est-ce que tu peux faire entre les combats pour qu'ils récupèrent? Alors, je dis engorgé, c'est un mot vulgaire, pardonnez-moi mon jargon. C'est entre les combats, donc ce qu'on fait, c'est grosso modo, alors pour ma part, ce que je fais, je sais qu'il y a plusieurs collègues qui utilisent d'autres techniques, mais moi c'est ce que je faisais. Je prenais une vessie de glace et avec les gars, je les badigeonnais au niveau des avant-bras et je les étirais. Je badigeonnais, j'étirais, je badigeonnais, j'étirais. Et je massais bien sûr en profondeur. Alors avec les légers, je faisais ça avec mes mains. Avec Teddy, c'était plutôt avec mes avant-bras et mes coudes. Ok. Et qu'est-ce que tu as vu comme autre technique et pourquoi toi tu utilisais cette technique en particulier? Franchement, on m'a jamais vraiment montré ça. Je l'ai fait parce que au début, je l'ai fait c'est pas vraiment scientifiquement prouvé d'ailleurs. Je pense qu'il y a des techniques bien mieux pour évacuer plus rapidement l'acide lactique. Mais ça convenait, donc c'est vrai que je suis restée sur cette trame-là. Ouais. Et alors, comme autre technique de récup, on a parlé des avant-bras. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire entre ces combats? Vous avez combien de combats dans la journée? Ça dépend de combien de victoires ils ont? Ouais, tout à fait. Si tu gagnes une compète, en général, tu es à 5 combats dans la journée. Tu as un bloc éliminatoire le matin et les phases finales en fin d'après-midi. Et il y a donc en général, tu fais 3 combats le matin et 2 combats l'après-midi. Donc ta demi-finale et ta finale ou ta finale de repêchage et ta place de 3.
En judo, c'est très spécifique, c'est qu'il y a une pause à gérer. Entre le bloc éliminatoire qui commence tôt le matin et le bloc final, tu as au moins 2-3 heures de pause. Du coup, c'est quasiment une deuxième compétition qui commence dans les compétitions. Et de ce fait, nous, on intervient pas mal dans cette phase de transition où on va peut-être faire un peu de ballottement, un peu de mobilité, d'étirement. On vient aussi beaucoup discuter avec l'athlète parce qu'on est aussi un compagnon de guerre. Hein. Donc, ça fait partie aussi du job. C'est aussi un savoir-être. Donc, on discute, on rigole. Bref, on est là, quoi. On est ensemble et on essaie de les aider du mieux qu'on peut. On veille à ce qu'ils se réhydratent bien, on veille à ce qu'ils mangent bien. Des choses comme ça aussi. Ouais. Et quand justement ils préparent le prochain combat, tu vois, on a parlé de la récup, est-ce que toi, quel est ton rôle pour les aider à se mettre, entre guillemets, à se mettre dedans? Est-ce que tu refais du massage? Est-ce que tu fais des étirements dynamiques? Tu fais quelque chose en particulier? Avant les matchs? Ouais. Avant les matchs, non. Avant les matchs, on fait rien du tout. On n'intervient absolument pas. C'est eux qui vont se motiver tout seuls, qui ont besoin de sautiller, qui ont besoin de se taper sur le corps. Peut-être ça arrive de temps en temps, mais c'est à base de, tu vois, où ils sont debout, on secoue un peu les jambes, on va taper un peu dans le dos, c'est plutôt des frictions, tu vois, des choses comme ça. Mais on n'intervient pas plus que ça, non, pas du tout. Ok. Et donc comment, parce que maintenant il y a l'individuel et il y a par équipe, comment tu gères le soir justement des individuels et la préparation des équipes? Tu refais du massage, tu refais de la récup, des trucs comme ça? Alors souvent les équipes, c'est à la fin des individuels. Du coup, comme on va privilégier ceux qui ont combattu sur la dernière journée, les lourds, donc les moins de 100 et les plus de 100 kilos. Donc, s'ils ont besoin de récup, c'est eux qui passent en priorité, bien sûr, parce que le lendemain, ils doivent enchaîner. Ils ont 0 jour de repos entre les deux. Alors que les légers, eux, auront déjà eu 3-4 jours de repos et de récupération, puisque même quand parce qu'il faut savoir qu'au judo, je le spécifie, c'est 2 catégories par jour. C'est une compétition qui dure 5-6 jours. Et 2 catégories garçons, sur les tournois, il y a 2 catégories filles, 2 catégories garçons. Et sur les championnats, sur les championnats officiels, c'est une catégorie filles, une catégorie garçons. Du coup, on a le temps de gérer les récup de ceux qui ont combattu des légers sur toute la semaine pour les équipes, pour qu'ils soient frais. Mais grosso modo, le soir, c'est le même travail. Hein. C'est de la récup, c'est du massage de récup, du drainage, bottes de pressothérapie. Ça va être... des fois, ça peut être aussi un peu pour ceux qui ont du mal à dormir, peut-être... Alors nous, on n'a pas tout ce qui est... Avec la fédé de judo, on n'avait pas, avec le foot, on l'avait. On n'avait pas, tu sais, tout ce qui est game ready, etc. Au judo, on prenait pas ça en compétition. Ouais. Ça arrivait de temps en temps, mais c'était occasionnel. Alors que le foot, par exemple, c'était systématique. Hein. On avait un matériel de dingue. Il y a beaucoup plus de moyens au football. Donc, et en tout cas pour le judo, pour ce qui concerne le judo, c'est beaucoup de massage de récup, essentiellement ça. Un peu de complexe, du Véno+, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et t'en as parlé tout à l'heure. Alors tu t'occupes de Teddy Riner maintenant et exclusivement de lui. Et justement, par rapport à quand tu bossais en équipe, comment tu gérais déjà Teddy par rapport aux autres combattants? Tu vois, est-ce que de par son gabarit ou quelque chose comme ça, tes techniques sont différentes ou tu fais les mêmes techniques? Alors déjà, c'était un peu compliqué de gérer Teddy au sein d'un groupe parce que il te prend déjà beaucoup de temps. Il te prend déjà par son gabarit, parce que tu passes plus de temps sur une récup sur Teddy que sur une récup sur les autres garçons. Il y a plus de surface, ça paraît bête, mais et puis tu laisses du jus, tu laisses de l'énergie, parce que c'est 140-145 kilos à masser et à mobiliser. Donc je te cache pas que quand il passe en dernier, t'as intérêt d'être fraîche, parce que sinon c'est compliqué.
Mais écoute, ça se passait bien. Tu sais, on s'adapte. Hein. Quand t'es dans on t'apprend pas à l'école à gérer des gabarits comme celui-là. T'apprends sur le tas, tu t'adaptes, t'essaies de faire de ton mieux. Et puis avec les années, tu te rôdes. Hein, c'est comme après on a nos habitudes et puis tu trouves des solutions. Hein. Il y a des choses, moi on m'a jamais appris il y a des techniques on ne m'a jamais appris ça. Je les ai inventées parce que avec mes mains je m'en sortais pas. Quoi. Donc t'es obligé d'engager plus de choses et je te cache pas qu'avec Teddy on passait beaucoup de temps au sol parce que avec son gabarit c'est compliqué de travailler sur une table. Donc voilà, mais c'est bien, ça t'inspire des gabarits comme ça. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est plus facile maintenant à gérer que tu sais que tu as que lui dont tu t'occupes? Et est-ce que tu fais plus de choses maintenant que ce que tu faisais avant quand il était quand tu t'occupais de tout le monde? Oui, bah oui, forcément. Hein, là, comme j'ai que lui à gérer, ça change tout. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, de gérer qu'un seul athlète sur des stages, sur des compétitions. Je te cache pas que pour moi c'est nouveau. Ça fait 1 an maintenant qu'on retravaille ensemble et ça me fait encore bizarre au bout d'1 an. Et parce que moi j'ai toujours géré des équipes entières et que c'est une dynamique complètement différente de travailler sur une équipe et sur un tout petit groupe parce que quand on part avec Teddy maintenant, comme c'est une cellule autonome de la Fédération française de judo, il se déplace qu'avec son staff. Donc on est 5 à partir. Donc je peux t'assurer qu'au niveau ça n'a rien à voir. Alors certes, on travaille beaucoup mieux puisque j'ai que lui à gérer. Donc en stage, j'ai que moi à m'occuper et lui. Donc c'est simple. Mais ça te doit d'être hyper exigeante, t'es obligé d'élever. Ça paraît fou parce que tu te dis sur un groupe, t'as plus de travail, du coup tu dois envoyer plus, et en fait non, parce que comme tu n'as que lui, t'es attendu, tu comprends. Tu peux pas tu peux sur un groupe, l'erreur peut être plus humaine et plus comprise puisque t'as un groupe à gérer. Mais là tu peux pas te planter, t'as qu'un mec. Donc pour moi tu dois vraiment être au top, quoi. En termes de prévention, en termes de récup, en termes de présence. C'est une petite cellule, donc tu dois aussi être au top dans ta tête et puis avoir une bonne énergie tout le temps. Tu vois. Alors que quand t'es en groupe, tu peux avoir tes petites, tu vois, tes petits moments down, voilà, etc. Et là, sur une toute petite cellule, voilà, t'es dit aussi, il attend de nous qu'on véhicule aussi de la bonne énergie. C'est difficile c'est difficile le sport de haut niveau et la performance. Donc nous on doit être aussi des points fixes, quoi. C'est impressionnant. Et dans ces 5 personnes alors, donc il y a toi la kiné, il y a qui d'autre? Donc il y a le préparateur physique, le sparring, l'entraîneur, Teddy et moi. Et alors je tiens à préciser que je me fais aider avec Teddy parce que tu sais, comme je suis maman de 2 enfants et la prise en charge d'un sportif comme ça en perso et surtout Teddy, ça demande beaucoup de temps, que je n'ai pas toujours. Donc de ce fait, j'ai un collègue, Axel Crémer, qui me supplée et qui m'aide beaucoup et qui me soulage un petit peu sur les déplacements. Donc selon les déplacements, alors en général c'est souvent moi, hein, mais des fois Axel intervient également. Donc on est, quoi qu'il en soit, c'est toujours une cellule de 5 qui part avec Teddy. De 4, pardon, du coup, dont Teddy. 4, Et comment tu communiques avec Axel, justement? Est-ce que tu dis, ben voilà, à telle compétition ou à tel stage, on a vu ça chez Teddy, on l'a bossé un peu comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Tu vois, pareil avec le prépa. Comment vous communiquez, vous tenez au courant de ce qui se passe? Eh ben, on communique bien sûr beaucoup par WhatsApp, hein, je te le cache pas, par message, etc., par note vocale. Et après chaque stage,
on fait un bilan. On fait un bilan du stage qu'on transmet aux collègues, donc moi, Axel, et au coach et au préparateur physique. Comme ça, tout le monde est un petit peu sur. Et puis, de toute façon, pendant les stages, on communique beaucoup puisque le prépa, il est toujours avec nous, donc on échange pas mal et on essaie d'être en harmonie pour bien sûr que Teddy soit le plus performant possible. Super. Et Armelle, alors à titre, on va dire perso, comment tu organises une semaine type ou une journée type? Alors, quand je suis chez moi, ouais, ou quand je suis en stage? Les deux. En stage? Ouais, les deux si t'arrives. Chez moi, de toute façon, c'est. Alors, alors à la maison, c'est simple puisque moi j'ai mon cabinet à Saint-Raphaël, donc c'est une vie de kiné et de maman tout à fait classique. Je me lève, je réveille mes enfants, je vais au cabinet, je rentre, je m'occupe de mes enfants et voilà. Donc là, okay. c'est une vie toute différente, bien sûr. Ouais. Et puis en stage, alors là, c'est complètement différent puisque là, là, tu te lèves le matin. Donc, si tu as un petit peu de temps, tu te lèves avant tout le monde et tu vas faire un peu de sport. Là, tu vois, on revient de 10 jours à Rio, au Brésil. Le matin, je me levais à 6h30, j'allais faire un peu de sport et puis comme ça, tu arrives au petit déjeuner et tu rejoins les collègues, tu as déjà pris un petit peu de temps pour toi. Et puis, donc, petit déjeuner en général vers 8h. On déjeune tous ensemble, donc à 5. Ensuite, Teddy va faire une petite pause dans sa chambre. Nous, on va dans nos chambres également. On part pour l'entraînement en général qui a lieu à 10h. Et donc, travail avant l'entraînement, travail après l'entraînement pour Teddy avec le kiné. Ensuite, on rentre, on déjeune, il fait une sieste, on repart pour l'entraînement et soin le soir. Voilà. Okay. Donc, on est tout le temps ensemble, quasiment. Oui, c'est le soir qu'on. Alors, on travaille beaucoup avant. Alors, on passe un long moment post-séance directement sur tatami. Parce que Teddy, c'est quelqu'un qui est très peu demandeur en kiné. Et si tu le chopes pas sur des moments comme ça, il va pas trop te solliciter. C'est moi qui le sollicite beaucoup. Je suis beaucoup sur ses côtes. Parce que j'essaie d'être le plus professionnel possible. Et donc, je le sollicite beaucoup. Donc, dès que post-séance, on fait un travail de mobilité, tu sais, comme Teddy, tu sais, la problématique, c'est la gestion de son corps. Et il a plus de 18 ans, donc on travaille post-séance, on travaille beaucoup, c'est de nouveau de la mobilité, des étirements, et s'il a encore un petit peu de gaz, on fait 1 ou 2 travails de gainage ou un peu de proprioception, voilà, juste pour faire des petits rappels. Mais concrètement, post-séance, je le garde au moins 30 minutes sur tatami. Et Armelle, est-ce que tu as du coup des mentors, tu vois, ou des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours? Alors oui, ça c'est sûr. J'ai un collègue qui s'appelait Jean Fassipour. C'était l'ancien kiné des garçons. Il a 30 ans de carrière avec le judo et il est décédé malheureusement, je sais même plus combien de temps, le temps passe si vite, ça fait 3-4 ans. Et il m'a beaucoup inspiré, il m'a appris beaucoup de choses dans ma carrière. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma carrière et c'était comme un père spirituel. Il était très exigeant, il m'a appris l'exigence et ça c'est une première chose. Et puis il y a des kinés dont je m'inspire et que je trouve génial. On a parlé de Massamba, il en fait partie. Humainement et professionnellement, je trouve qu'il est top. Et il y a aussi mon collègue Maxime Gaspard qui bosse à la FFF, qui m'a aussi que je trouve absolument génial. Et surtout mon conjoint, Kélil Baba Issa, qui est kiné également et qui s'occupe de la Fédération française de golf chez les messieurs, que je trouve brillant et qui m'inspire et qui m'aide beaucoup aussi quand j'ai des problèmes et des interrogations, des problématiques. Super. Et en termes de livres sur la performance ou des trucs rien à voir, est-ce que tu as des livres qui t'ont marqué dernièrement? Ouais.
Dernièrement, non, je te cache pas que entre les enfants et les déplacements, je prends pas forcément beaucoup le temps de lire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un livre sur la perf qui m'a vachement plu. C'était le livre de Kylian Jornet, Courir ou mourir. Et je trouve que la première page de la préface, la première page du livre, elle est absolument extraordinaire. Et il parle de la défaite comme d'une mort. Et on parlait de performance tout à l'heure. Et je la trouve sensationnelle. Si vous avez l'occasion de la lire, elle est absolument fabuleuse, cette page. Il avait collé sur son frigo. Et voilà, donc je la trouve très inspirante. J'aime la poésie, j'aime les mots et je trouve que c'est un super exemple de lutte et de dépassement de soi. Super. Sinon, après, en autre livre, j'aime bien sûr... pardon, excuse-moi. Vas-y. Après, non, sur les autres livres, j'aime... c'est des choses assez banales. Hein. J'aime bien je suis assez centrée sur la bienveillance et j'essaie, en tout cas, donc tous les livres de développement personnel, j'aime plutôt ça. Les livres de communication, les accords Toltec. J'ai lu un livre qui est génial, qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, mais peuvent être des murs, sur toutes les stratégies de communication, et je l'ai trouvé génial, et j'ai trouvé qu'on devrait l'enseigner dans toutes les écoles. Mais bon, ça dépasse le cadre de la kiné. C'est intéressant aussi. Et Armelle, s'il y a des gens qui veulent te poser des questions ou tout ça, est-ce que tu as un réseau social sur lequel tu es le plus actif ou est-ce qu'on peut te contacter? Alors, je te cache pas que je suis pas trop réseaux sociaux. Si quelqu'un a besoin de me contacter, il peut le faire via Facebook. Je pense que c'est le plus simple parce que c'est mon nom prénom et en MP. Et voilà, c'est tout. Je pense que ce sera déjà une bonne prise de contact. Et puis au besoin, je donne facilement mon numéro de téléphone pour échanger via WhatsApp ou si quelqu'un a besoin d'échanger un petit peu. Si j'ai le temps, je le ferai avec grand plaisir. Super. Armelle, merci beaucoup. Je t'en prie, Julien, c'était un plaisir. Ouais, plaisir partagé. À très bientôt. À bientôt, au revoir tout le monde. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.